Imaginez roulotte, corbillard, délivreur de vin chaud, majordome, équilibriste, chevaux, pigeons. Cette ambiance aussi foutraque que magique, c'est celle dans laquelle vous plonge le chapiteau du théâtre Zingaro à Aubervilliers. En ce moment, la troupe de Bartabas y présente son cabaret de l'exil. Ce spectacle équestre vous transporte dans le monde disparu du Yiddishland, nourri de Chagall, de Dybbuk, d'Isaac Bashevis Singer, le tout sur fond de musique klezmer. Pour nous en parler, cela n'arrive pas tous les jours à Academ, nous recevons un père et sa fille. Bonjour Marine Goldwasser, bonjour Raphaël Goldwasser. Bonjour. Raphaël Goldwasser, vous êtes un rare, peut-être le seul comédien professionnel yiddish en France. Et vous, Marine Goldwasser, vous êtes membre du groupe Le Petit Mishmash qui accompagnait tout le spectacle musicalement. Alors, est-ce facile de travailler en famille ? Très facile. Disons qu'on a l'habitude depuis, depuis mon enfance. C'est vrai. Marine et son frère, ils ont participé à 2 spectacles que j'avais montés à Strasbourg. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas Bartabas, c'est un écuyer, un scénographe très réputé, mais a priori, on est loin de la culture juive. Le cheval n'est pas un animal très juif, si ? Ça dépend. Si, dans la littérature yiddish, il y a Mendel Moichersform qui a écrit la jument. Et dans Tevye der Milchiker, Tevye le laitier, il parle à son cheval. Je ne sais pas, si. Je dirais que le cheval est peut-être présent aussi dans le monde du shtetl et dans les chansons, dans le folklore qui accompagne cet univers-là, en tout cas. Il y a une chanson en particulier qui parle du cheval ? Une chanson yiddish ? Ben, il y a je pense qu'il y a des... Donna, 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 par exemple, ça se passe sur une charrette, où il y a un cheval. Dans le rythme aussi, on peut l'entendre, ça. Hein? Oui, on peut le voir comme ça. Des charrettes, en tout cas, il y en a, on en trouve dans pas mal de chansons. Ouais. Les charretiers, dans le shtetl, c'était une profession très importante. C'était le moyen de communication à l'époque. Alors, Bartabas a commencé ses spectacles équestres il y a 37 ans. Comment Bartabas est arrivé jusqu'à vous, Marine, et jusqu'à vous, Raphaël ? Je crois que par rapport à mon père, c'est rigolo parce que en fait, j'ai commencé à être en contact avec lui et son assistante Emmanuelle Santini pendant un certain temps. Et un jour, Emmanuelle m'a appelée, je me raconte l'histoire parce que c'était très drôle. Elle me dit: écoute Marine, Bartabas réfléchit beaucoup à faire venir sur ce projet un comédien. Et voilà, il chercherait un comédien qui parle yiddish, plutôt un homme, pas trop jeune quand même, enfin on cherche un profil comme ça, est-ce que tu aurais une idée? Et donc, voilà, elle cherchait vraiment mon père, quoi, il cherchait mon père. Donc. Et donc vous avez dit à Bartabas, je crois que j'en ai un, c'est ça? C'est ça, c'est comme ça que je les ai mis en contact, et puis ensuite j'imagine que vous avez eu vos propres échanges et que Bartabas a été convaincu, mais... Oui, c'était assez vite très, très clair qu'on sympathisait, que je tombais bien dans ce qu'il voulait, etc. Mais au début, il ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Alors c'est ça, comment vous avez travaillé avec lui, c'est-à-dire, est-ce que vous avez été en quelque sorte, vous Marine et vous Raphaël, des conseillers scientifiques pour Bartabas? Parce que, a priori, Bartabas, ce n'est pas un monde ou une culture qu'il connaît. Donc, qu'est-ce que vous lui avez apporté, vous, pour construire le spectacle? La conférence d'Isaac Bashevis Singer, que je lui ai envoyée par le téléphone, c'est une conférence en yiddish que Bashevis Singer avait fait à Stockholm un jour avant la réception du prix Nobel. Alors, étant donné que c'était en yiddish, il ne pouvait pas la connaître. Et moi, je la faisais, et je la fais encore, de temps en temps, dans un récital des poèmes et des textes yiddish, en mélangeant soit le français, soit l'anglais, soit l'espagnol. Je l'ai fait dans toutes ces langues. Et quand il a entendu cette conférence, il a dit « c'est ça que je veux ». Et c'est là qu'il a décidé, après, assez vite, que ça serait le cadre de tout le spectacle, une conférence sur la langue yiddish.
C'est ça, parce que cette conférence que vous récitez donc en yiddish, en français, tout au long du spectacle, c'est vraiment le fil conducteur, c'est vraiment la structure du spectacle. Absolument. Vous schreibst der Yiddish als eine deutsche Sprache. On me demande souvent pourquoi écris-tu en Yiddish, une langue aussi morte. Wenn ich blieben gebe auf dem Entfer, je voudrais essayer de répondre à ça. Mein Entfer, wenn es ein Yiddish wäre, et la réponse que je ferai sera un peu Yiddish sur le bord. Du sagst, c'est-à-dire, ich will entfernen mit der Frage auf eine Frage. C'est-à-dire que je répondrai à une question par une autre question. Is der Entfer ist, warum soll ich nicht schreiben auf Yiddish? Et pourquoi je n'écrirai pas en Yiddish? Soll ich besser schreiben auf Chinesisch? Je préférerais peut-être mieux d'écrire en chinois. Et vous, Marine, comment il est arrivé jusqu'à vous, au Petit Mishmash, puisque donc, vous êtes musicienne et membre du groupe Le Petit Mishmash, qui fait tout l'accompagnement musical du spectacle? Oui, c'est ça. Alors, donc moi je dirige cet ensemble un petit peu et bon, là pour ce projet-là plus particulièrement, j'ai pris plutôt la direction musicale et on a aussi invité une nouvelle musicienne avec nous, Ariane Cohen-Haddad, qui est violoniste et chanteuse. Donc là le répertoire est un petit peu différent. Une partie du répertoire, ce sont des morceaux que j'ai choisis avec Bartabas pour composer le spectacle, et une autre partie, ça fait partie du répertoire du groupe d'origine, donc qui est un trio. Et c'est Bartabas qui est venu vers moi en fait. Il cherchait un groupe de musique klezmer, et je crois que pour ce projet, à l'inverse des précédents, où il avait l'habitude d'aller chercher souvent des musiciens d'autres pays et d'autres cultures, mais voilà, qui faisaient venir sur ces spectacles. Là, il avait envie de musiciens qui étaient déjà présents à Paris ou en France en tout cas, mais qui venaient d'ailleurs. C'est ce qu'il m'a dit, et voilà, pour lui, l'histoire du groupe, et voilà, ça fait partie vraiment de l'identité du groupe, cet aspect-là, et c'est quelque chose qui lui a parlé et qui faisait sens pour lui. Et voilà, j'imagine qu'il a bien aimé notre musique, sinon il ne nous aurait pas invités. Comment vous avez fait le choix des musiques que vous alliez incorporer au spectacle? Au départ, Bartabas m'a donné des indications sur des caractères et aussi par rapport à la rythmicité de morceaux, pour que ça puisse coller avec différents pas et le rythme des chevaux. Et à partir de là, on a sélectionné tout un tas de morceaux, donc déjà des morceaux de notre album, qui étaient issus de notre album, qu'on a retravaillé après pour le spectacle. Et une autre partie, c'était assez libre en fait, c'était des propositions que je lui ai faites, et parmi lesquelles ensuite il a pioché et il a choisi des choses il n'a pas gardé. Et alors c'est des morceaux qui sont en grande partie des morceaux traditionnels klezmer, que je suis allée chercher dans des archives, peut-être un peu plus. Il y a plus de morceaux qui sont des morceaux de cérémonie, des morceaux de caractère par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, enfin qui ont on va dire un sens autre que celui de faire danser. Et il y a aussi une composition de Mihai Trestian, qui est notre joueur de cymbalum. Et après, il y a une chanson traditionnelle. Et j'ai aussi arrangé un thème d'un chansonnier qui s'appelle Mordechai Gebirtik, et voilà, qui a plu à Bartabas, donc il l'a gardé pour une des scènes, et c'est lui qui a choisi après sur quelle scène il utilisait quelle musique. Est-ce qu'il y a des morceaux liturgiques qui font référence à la liturgie juive? Alors après, dans le spectacle, il y a toute la musique qu'on joue en live, mais il y a aussi plusieurs enregistrements, dont en fait il y a 3 moments de musique liturgique dans le spectacle. Des éléments dont on n'a pas forcément conscience qui composent le spectacle, mais pendant que le public s'installe, il y a un montage sonore avec des voix, et on ne sait pas forcément très clair ce que c'est, mais en fait il s'agit de différents enregistrements de Chazanout qui viennent de
différentes régions du monde, autant à séfarade que ashkénaze, et de différentes cérémonies. Donc déjà, il y a ce moment-là, qui est cette atmosphère dans laquelle on entre. Après, il y a un autre passage liturgique très, très, très émouvant, très, très fort. C'est cette prière qui s'appelle El Maleh Haramim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle correspond dans la liturgie juive et comment elle est arrivée dans ce spectacle? Est-ce que c'est Bartabas? Est-ce que c'est vous qui lui avez suggéré? Enfin, comment... C'est Bartabas qui a voulu que cet enregistrement figure dans le spectacle. Je m'en suis souvenue, j'ai repensé et je me souviens qu'il m'en a parlé, m'a demandé voilà ce que j'en pensais. Donc il connaissait la C'est prière. lui qui l'a trouvé, voilà, c'est sa responsabilité, disons. Je me souviens que sur le moment, j'avais émis quelques réserves. Enfin, je raconte ça parce que je m'en suis souvenue en arrivant et maintenant je le vis différemment dans le spectacle. Mais voilà, je trouvais ça audacieux, connaissant l'histoire du morceau, de l'utiliser, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, ça crée un moment qui est très particulier pour les gens qui connaissent l'histoire de... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette prière? Alors, El Maleh Haramim est une prière qui accompagne le rite funéraire juif et qui accompagne l'élévation des âmes des défunts au moment où on apporte le cercueil vers la tombe. Mais la version qu'on entend dans le spectacle est très particulière, parce que c'est celle qui a été enregistrée peu après la fin de la Seconde Guerre par Shlomo Katz, qui était un cantor, donc un chazan d'origine roumaine, qui est un rescapé de la Shoah, et qui en fait... Bon, cette version est très très belle, une grande expressivité et beaucoup d'émotions qui s'en dégagent. Et c'est sans doute lié à son histoire personnelle avec ce chant, parce que en fait ce chant lui a pour ainsi dire sauvé la vie quand il a été déporté. Il était sur le point de se faire fusiller par un commandant nazi à qui il a demandé l'autorisation de chanter une dernière fois. Et il a chanté ce chant et en fait ce commandant a été très ému ou très impressionné. En tout cas, il lui a laissé la vie sauve. Et après ça, il a pu s'enfuir et finalement, il a enregistré donc cette version aux États-Unis après la guerre. Et c'est une version spéciale qui rend en fait hommage à toutes les victimes de la Shoah. 6 millions de disparus. Cette version, c'est une version qui est récitée lors des commémorations de la Shoah tous les ans. Voilà, donc qu'on a entendu quand on a assisté à une commémoration de la Shoah. Et effectivement, c'est un moment très très émouvant, très fort dans le spectacle, puisqu'à ce moment-là, on voit un rabbin avec le talit, qui chante cette prière. Et quand on la connaît, moi j'ai trouvé que c'était très émouvant et très très fort et très très beau. Est-ce qu'il y a d'autres moments liturgiques dans le spectacle qu'on n'aurait pas perçus? Donc il y a ces voix au début, il y a ce moment-là qui est quand même un moment donc, voilà, très fort du spectacle. Et à la fin du spectacle, on entend un orgue, on entend l'orgue même, on croit entendre l'orgue qui surplombe la scène, et avec un organiste qui joue. En fait, ce n'est pas vraiment lui qui joue, je pense que je peux le révéler, Bartabas ne m'en voudra pas, j'espère. En fait, c'est un enregistrement qui fait semblant de jouer. Mais cet enregistrement-là est issu d'une collection aussi de musique liturgique pour orgue de synagogue spécifiquement. Et là, il s'agit vraiment d'un morceau, c'est un prélude et fugue sur un thème synagogal
écrit, composé par Ernst Beyer, Ernst August Beyer, à la fin du 19e, et voilà, qui fait partie comme ça d'une tradition vraiment d'écriture pour orgue de synagogue, qui aujourd'hui s'est un peu perdue, mais qui était quand même très importante, enfin, qui s'est vraiment développée à cette époque-là, suite au mouvement de réforme, etc. En Europe. Et là, c'est sur un orgue allemand, mais dans toute l'Europe, oui. Donc voilà, c'est vraiment aussi dans le sujet, même si on ne s'en rend pas forcément compte, parce que ça reste de l'orgue, et puis qu'il y a les cloches aussi par-dessus, donc voilà. Oui, tout à fait. Pour revenir au fil conducteur du spectacle, donc la conférence d'Isaac Bashevis-Singer. Alors, Isaac Bashevis-Singer a fait son fameux discours à Stockholm, qui est assez connu, sur les fantômes. Vous avez choisi de reprendre donc, une conférence qu'il avait fait la veille et de faire des mélanges entre le discours en anglais et la conférence en yiddish. Le mélange a été fait par Bartabas, qui avait lu ce livre et qui trouvait de belles choses dedans, qu'il voulait qu'il soit partie de la conférence. La conférence de base, c'est une conférence sur la langue yiddish qui a été dite en yiddish par Bashevis-Singer, qui est d'une connaissance de la langue extraordinaire, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en réciter comme ça un couplet ou un petit passage? Bien sûr. Man fragt mich oft, warum schreibe ich auf Jiddisch, als teute Sprache? Will ich geben auf dem einen Entfer? Mein Entfer wird sein ein jiddischlicher. Das heißt, ich will entfern mit der Frage auf eine Frage. Warum soll ich nicht schreiben auf Jiddisch? Soll ich besser schreiben auf Chinesisch oder auf Türkisch? Nun, wie sucht man auf Türkisch? Hakenschkin Scheinig? Und wie sucht man das auf Englisch? Et en français, ça veut dire? On me demande souvent pourquoi tu écris en yiddish une langue aussi morte. Alors, je vais essayer de donner une réponse à ça. Ma réponse sera un peu yiddish sur le bord, c'est-à-dire que je vais répondre à une question par une autre question. Et pourquoi je ne veux pas écrire en yiddish? Est-ce que je dois écrire en chinois ou en turc? Comment on dit en turc? Ne me cabosse pas la théière, etc. C'est vrai que voilà, tout le spectacle, c'est ça, il y a beaucoup d'humour dans... il est plein d'humour. Plein d'humour. Plein d'humour, même quand il parle des choses très dures. Ouais, parce qu'il parle des 6 millions de morts qui vont sortir de leur tombe. Ils vont demander qu'est-ce qu'on a publié dernièrement. Et c'est pour eux qu'il écrit encore en yiddish. Majesty, ladies and gentlemen, people are asking me often, why do you write in a dying language? And I want to explain it in a few words. Firstly, I like to write ghost stories, and nothing fits a ghost better than a dying language. Secondly, I believe in resurrection. I'm sure that the Messiah will soon come, and millions of Yiddish-speaking corpses will rise from their graves one day. And their first question will be, is there any new Yiddish book to read? C'est vrai que ce spectacle, il y a beaucoup de fantômes, il convoque sans arrêt les fantômes, ce monde disparu, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Tant dans la conférence que vous interprétez que dans ce qu'on voit derrière vous, il y a un bar et une barman, et des fois elle a une tête de hareng, des fois elle a une tête de chouette, enfin voilà, et on n'y fait pas toujours attention, mais c'est très, très drôle. Oui, oui. Il sait travailler avec des images, des fois on se demande mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, et il aime les images comme images, il est un grand connaisseur en peinture. D'ailleurs, ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'au départ, son projet,
c'était pas la conférence d'Isaac Bashevis-Singer. Au départ, son projet, c'était Chagall. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la famille de Chagall n'a pas voulu donner le droit de faire sur Chagall. Mais comme il avait déjà des idées sur certains tableaux de Chagall, il les a quand même introduits dans le spectacle. Et Chagall, de toute façon, c'est une traduction picturale de la langue yiddish. Ça, c'est connu. Et alors, c'est devenu partie aussi de la conférence sur le yiddish, mais avec des tableaux de Chagall, voilà. Alors, vous pouvez nous dire quel tableau, par exemple, on peut retrouver? Quand il y a une fille sur le cheval qui commence à tourner, à voler dans les airs, les cuillères. Oui. Il y a une autre qui est sur les épaules de son khatan, de son fiancé. C'est aussi très Chagall. Après, il y a le Christ blanc, très connu. Tout à fait, où on voit une écuyère nue qui arrive déguisée en Jésus avec le talit, donc qui rappelle le fameux tableau de Chagall. Il y a beaucoup de Chagall dans... Et les mariés. Le tableau des mariés de Chagall. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que le concept de Luftmensch, pourquoi Chagall, tous les personnages sont dans l'air, et c'est ça qui fait de Chagall quelque chose de très spécial, qu'ils sont tous dans l'air. Le concept du Luftmensch, qui est un concept de la littérature yiddish, il ne connaissait pas. Alors je lui ai expliqué. Alors c'est intéressant en soi. Oui, puis ça se prête très bien au monde du cirque. Oui, bien sûr. Parce qu'on a des voltigeurs et que c'est vrai que dans les tableaux de Chagall, ça vole, ça voltige. Il a d'ailleurs fait un tableau très connu sur le cirque. Oui, sur le théâtre yiddish, oui. Il y a une autre scène qui fait explicitement référence à la culture juive, c'est le film Le Dibouk, qui est un film de Michal Warszawski qui date de 1937. Et ça aussi, ça c'est Bartabas qui a fait le choix de ce film. Je pense que là, ça se mélange le travail de Marine avec le mien, parce que Marine, toi tu lui avais parlé, je pense, de Batren. Voilà. De la Batrones. Oui. Et lui, il voulait savoir qu'est-ce que c'est exactement. Et moi, je lui ai envoyé exactement le morceau qu'il montre dans le spectacle. Je lui ai dit, dans YouTube, vous trouverez de tel moment à tel moment un batren qui est très traditionnel, etc. etc. Et donc on va expliquer, c'est les fiançailles. Hein. Alors, le batren, c'est en fait, l'animateur de noces, on va dire, qui est souvent, enfin traditionnellement, dans les mariages traditionnels ashkénazes, il avait une place vraiment très importante parce que bon, il animait tout le mariage avec les klezmorim, et c'était aussi un diseur de vérité quelque part, quelqu'un qui avait un rôle d'amuseur, mais pas seulement, qui était là déjà voilà pour dire des choses et aussi pour faire pleurer, parce que ce n'est pas que joyeux un mariage juif traditionnel, il y a aussi son lot de larmes et de tristesse. Et il y a un moment particulier en fait dans le mariage qui est le Kale Bazetzen, c'est le moment où on amène et on assoit la mariée sous la choupa. Et à ce moment-là, le batren dit un texte, ou parfois c'est en parler chanté, comme ça, accompagné par des musiciens. Parfois c'est seulement un violoniste, mais il va dire un texte à la mariée pour vraiment la faire pleurer. Et faire pleurer avec elle toute l'assemblée, en particulier les femmes qui auront de la compassion. Et donc c'est un moment fort où on cherche vraiment à littéralement tirer les larmes avec l'aide des musiciens. Et donc ça c'est une scène qu'on a jouée à notre façon, et un peu là elle est assez exagérée dans le spectacle, parce que nous on joue à la fois le rôle des klezmorim et de l'assemblée qui pleure. Et papa a fait un texte qui était un peu modernisé, enfin actualisé de Batrones, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui. Disons que la matrone, c'est ce qu'il raconte et qui fait pleurer les femmes, c'est qu'il dit à la mariée, maintenant, ta vie de liberté est finie, tu seras l'esclave de ton mari, tu feras des enfants, etc. Et ça fait pleurer, parce que les femmes savent de quoi elles parlent, elles avaient 10 enfants, 13 enfants, etc. Elles savaient que ça allait être dur. C'est aussi dis adieu à ton père et à ta mère, dis adieu oui. à ta maison, ça c'est très, très présent et c'est quelque chose qu'on connaît bien avec le mishmash parce que cette tradition elle est aussi très forte en Roumanie et aussi dans les communautés tziganes et on l'a vu ça en jouant dans un mariage avec le groupe, on a vu la version contemporaine qui existe toujours de ce moment où on cherche à tirer les larmes. Est-ce qu'il y a d'autres moments, d'autres scènes, d'autres références dans le spectacle qui ont trait à la culture juive et qui nous échappent comme ça, qu'on peut ne pas percevoir d'emblée? Disons que par exemple, le début avec les chauffards, ah, voilà. Oui, oui. moi ce que je voyais, c'était Moshe Rabbeinu qui amène le troupeau des oies avec le chauffard dans le désert et qui amène le troupeau des oies qui les sort dehors. Il sort d'Égypte. Moi, ce que je voyais en tant que juif avec mes yeux, avec mes idées, voilà. C'est vrai que on va expliquer pour les internautes, le spectacle commence par un cavalier sur le cheval qui sonne le chauffard qu'on entend à Rosh Hashanah. Donc le Rosh Hashanah, la nouvelle année, et on démarre le spectacle comme ça. Oui, c'est particulier. J'imagine que pareil, tout le monde a sa propre lecture après, et ça restera, je pense, un mystère de savoir quelle est la vision de Bartavas dans son fort intérieur. Moi, je le vois comme un moment où on invoque la concentration et la conscience de chacun dans le public pour venir être présent à ce qui va se passer, enfin, en pleine conscience, on va dire. En tous les cas, on ne saurait que trop recommander aux internautes d'Academ d'aller voir ce spectacle. Il y a eu un tel succès qu'il a été prolongé jusqu'à fin mars, je crois. C'est magique, c'est merveilleux, c'est très référencé. Et voilà, c'est un moment magnifique et magique. Donc merci Marine Goldwasser, merci Raphaël Goldwasser. Merci. À vous.